Le monde bouge, le monde se fracture, les questions fusent. Eh bien, le club Le Figaro Politique va vous apporter les bonnes réponses. Au moins, je l'espère. Alors, 3 questions ce soir. La première, est-ce que Emmanuel Macron peut profiter des tensions internationales qui bousculent la planète aujourd'hui? Est-ce que la France a les moyens d'augmenter son budget militaire, ses dépenses militaires, alors qu'elle est surendettée? Et est-ce qu'il existe des fractures à l'intérieur du paysage politique face à Poutine et à côté ou pas loin, en tous les cas, de Kiev? C'est les questions qu'on va se poser ce soir. Alors, ce soir, avec Vincent Trémolet-de-Villers, directeur délégué des rédactions du Figaro, avec Judith Van Traube, qui est grand reporter au Figaro Magazine, Bonsoir, avec Claire Cohn-Ruth. Bonsoir Claire, du service politique du Figaro, et avec Émilie Zapaski. Bonsoir Yves. Bonsoir Émilie, experte en communication politique. Alors, est-ce que notre président de la République, le président de la République française, à votre avis, Vincent, peut profiter de cette séquence alors qu'on pensait qu'il allait finir son deuxième mandat dans l'obscurité? Avant le vote du budget par François Bayrou, au moment de la nomination de François Bayrou, il y avait même des spéculations sur une possible démission. Là, on en est très loin. Les premiers effets de la visite à Washington, qui était plutôt réussie, se font sentir dans les enquêtes d'opinion, puisque Emmanuel Macron, qui part quand même de très bas, progresse dans chacune de ces enquêtes. Donc, à très court terme, oui, quand il y a de très grandes secousses, une grande instabilité, les Français recherchent, et c'est normal, le point d'équilibre. Et le point d'équilibre, c'est le président de la République, c'est ce qu'on appelle en études sondagières l'effet drapeau. Mais cet effet drapeau est extraordinairement fragile, extraordinairement précaire. Et là, il est d'autant plus fragile qu'il me semble qu'il y a 2 chocs dans l'opinion. Le premier choc, c'est celui de vendredi soir, où nous avons découvert ou compris que nos alliances historiques étaient plus que menacées. Mais le deuxième choc, c'est que la brutalité de Donald Trump a aussi révélé notre faiblesse diplomatique et notre faiblesse tout court. Et là, on en revient à celui qui dirige le pays, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Donc pour répondre à votre question, il peut bénéficier d'une petite embellie dans l'opinion, mais ne pouvant pas se représenter et étant sur des projections, ce qu'il nous a confié dans le Figaro ce matin, c'est-à-dire sur 5 ou 10 ans, tout ça paraît quand même encore bien fragile. Mais il restaure quand même son autorité, puisque c'est le chef des armées, constitutionnellement. Oui, alors non, ça c'est vraiment sur le papier. Je pense que la raison pour laquelle il a cet effet bénéfique de la crise que nous connaissons, c'est qu'elle est de nature diplomatique. Elle touche aux affaires internationales et pas aux affaires intérieures, qui ne sont vraiment pas la gloire du président de la République. Et l'aura retrouvée, ou le début d'aura retrouvée d'Emmanuel Macron, est proportionnel à la faiblesse des autres leaders européens. Il est quasiment seul sur la scène internationale. Il n'y a guère que Giorgia Meloni qui soit en meilleure forme que lui politiquement, puisque elle a une majorité et elle mène la politique qu'elle désire mener. Et en plus, elle a de très bonnes relations qu'elle cultive avec Donald Trump et accessoirement avec Elon Musk. Bon, à côté, vous avez quoi? Vous avez un dirigeant allemand qui a perdu, qui est encore aux affaires, mais Scholz, qui va céder la place à Merz, donc période transitoire, et Keir Starmer en Grande-Bretagne, extrêmement affaibli, qui est au plus bas dans les sondages, et qui n'arrive pas à convaincre sa propre opinion. Vous êtes d'accord avec ça, Émilie ? Oui, alors après, je pense que Emmanuel Macron, il a toujours essayé d'être un peu pionnier, d'être leader en fait sur l'Europe. On l'a vu avec ses discours, Sorbonne 1, Sorbonne 2, 2017, 2024, et aussi pendant la crise Covid, il essayait toujours de tirer un petit peu l'Europe devant, d'essayer de voir comment on pouvait s'en sortir dans ce monde qui bouge autant. Donc je pense que ça, les gens lui reconnaissent pas mal ça. Après, il y a l'effet chef de guerre. C'est vrai que ça fonctionne toujours. On sent quand même, et on le sait, les Français et les Françaises très
inquiets par rapport à la situation actuelle. Ils soutiennent évidemment tout ce qui se passe au niveau européen pour soutenir l'Ukraine, notamment si les États-Unis se retirent de cette aide-là. Maintenant, les Français, je pense qu'ils ont peur aussi quand on vient à la réalité de troupes au sol ou quoi. Donc il y a le soutien, mais il y a quand même cette inquiétude de quelles sont les conditions vraiment réelles si on fait un pas supplémentaire. Mais en tout cas, en tant que leader de l'Europe, chef de guerre, je pense que là, il marque des points. Et ce qui est à noter aussi, c'est qu'en interne, même dans son camp, qui était quand même assez divisé ces derniers temps, sur la fiscalité, sur les impôts, sur tout ça, là, on sent qu'il resserre les rangs. Tous sont OK sur ce que fait aujourd'hui Macron vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de Trump. Et je dirais, dernier élément, et ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est qu'on sent qu'il est devant sur l'idée de contrarier ce type de personnalité comme Trump, comme un peu Mélanie, cette droite un peu radicale qu'on voit apparaître, ces populistes. On sent qu'il veut aussi être un peu leader de ces démocraties qui veulent se défendre dans ce monde qui bouge autant et qui leur donnerait plutôt la faveur. Est-ce qu'il doit parler à Poutine, Claire Cornut? Question difficile. Hein. Ouais, question difficile. Je vous les réserve. Je pense qu'il faut laisser peut-être un peu de temps. Enfin, je rappelle simplement que c'était il y a quelques jours qu'il était reçu à la Maison-Blanche, qu'on s'est d'abord un peu enthousiasmé des résultats de ce rendez-vous. Et quand on voit pour pas grand-chose. Voilà, quand on voit comment ça a fini, on peut quand même questionner. Et c'est moins le pouvoir ou la puissance d'un chef d'État, notamment français, c'est plus la question de quelle est la puissance de l'Union européenne face à Donald Trump et quel crédit il y octroie. Et a priori, ce n'est pas un crédit énorme. Et pour revenir sur Emmanuel Macron, au-delà du fait qu'en effet, il peut bénéficier d'un effet drapeau, ça va être intéressant de voir s'il garde le leadership sur la scène européenne. Parce qu'on ne le voit pas encore tout à fait, mais il est déjà un peu concurrencé par le Premier ministre anglais, qui a des liens peut-être plus étroits avec les États-Unis, mais qui a ce désavantage, c'est qu'il ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc à partir de là, ce n'est pas quelqu'un qui peut parler aux Européens. Et ce qu'on ne voit pas encore, c'est en effet, donc Scholz est aux affaires courantes, parce que le gouvernement est déchu. Mais dès que le futur chancelier sera en place, Merz, il y aura vraisemblablement chez lui une volonté forte d'agir sur le plan européen, quand Emmanuel Macron va être empêtré dans des affaires de dette, dans des affaires d'une industrie qui va mal. De retraite. Et tout ça, c'est très important, parce que si vous voulez financer vos armées, il faut bien trouver quelque part l'argent, et c'est là qu'on va voir comment il va on peut être leader au sein de l'Union européenne, il faut voir comment sur la scène nationale ça va être accueilli, lorsque concrètement il faudra mettre de l'argent sur la table et trouver des financements. Mais Vincent, il a une arme que les autres n'ont pas. Il a l'arme nucléaire. Il a l'arme nucléaire. Enfin, Keir Starmer aussi. Oui. Mais Keir Starmer n'est pas dans l'Union européenne, et l'arme nucléaire de Starmer dépend de l'arme nucléaire américaine. Enfin, la France a l'arme nucléaire, parce que ce n'est pas la possession d'Emmanuel Macron. Alors, il a un discours qui est quand même difficile à suivre sur cette question de la dissuasion nucléaire, puisqu'on oscille entre le parapluie nucléaire, qui consisterait à faire bénéficier à nos alliés en Europe de cette puissance-là, et le partage de la puissance nucléaire, qui consiste à une mutualisation, et qui, cela, serait un bouleversement énorme, pratiquement, à mon avis, infaisable. Emmanuel Macron nie vouloir aller vers le partage, mais il y a quand même, j'allais dire, dans son œuvre et dans ses interventions depuis 2017, cette idée qu'il faut mutualiser la puissance, notamment avec l'Allemagne. Donc, quand il dit que certains, comme Marine Le Pen, surréagissent, Marine Le Pen, je pense, connaît le président de la République et s'inquiète de savoir si derrière cette évocation de la dissuasion nucléaire, il y a toujours ce rêve, on va le qualifier de fédéraliste pour aller vite, qui serait dissimulé sous des formules. Alors il y a une formule, par exemple, dans le dictionnaire macronien qui est très souvent répétée, il faut agir en européen. Voilà. Et agir en européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire relancer la mécanique fédérale, sans dire le mot, parce qu'aujourd'hui, le mot fédéralisme rebute l'opinion. C'est une des lignes de fracture qu'on va analyser. Mais tout à l'heure. il y a d'autant plus d'ambiguïté que le parapluie serait payant. Oui. On ne peut pas demander aux Européens de contribuer à leur défense commune à partir du parapluie nucléaire français sans qu'ils aient à mettre au pot pour financer
a fortiori étant donné l'état de nos finances publiques, le coût de ce parapluie nucléaire. Donc quand vous demandez de l'argent, normalement en échange, vous donnez du pouvoir. Alors il a une deuxième arme, c'est le veto au Conseil de sécurité de l'ONU. On n'en parle pas beaucoup de ça. C'est pourtant très important. Mais en 2018, pardon, je vous coupe, il avait été évoqué à l'Élysée la possibilité du partage de ce du veto aussi. du conseil du fauteuil au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est la conséquence directe du fait que nous soyons une puissance nucléaire. Donc il y a en tout cas dans la doctrine macronienne, là je pense que ça n'est pas tirer sa pensée vers une obsession paranoïaque, il y a dans la doctrine macronienne au départ l'idée que tout cela peut être partagé dans une perspective en européen. Mais alors, à court terme, il peut se servir de veto, et ça, et seul lui, et ça a quand même des conséquences. On n'en parle jamais, mais ça a des conséquences. Oui, En cas d'intervention, pour montrer le désaccord de la France par rapport à d'autres situations. oui, bien sûr, mais... Initié par la Chine, par la Russie, par l'Allemagne. Oui, mais Par enfin, l'Allemagne, par les États-Unis, pardon. la question est finie. Ouais. mais certes, la France a le veto, mais il ne vous a pas échappé que dans la dernière séquence, Donald Trump s'est autant affranchi des Nations Unies que de l'OTAN, que de l'Europe. Donc le veto, puisqu'il s'agirait d'un veto vis-à-vis des États-Unis, si j'ai bien compris, vis-à-vis d'un pays qui a largué les amarres, ou en tout cas qui est tout à fait prêt à le faire, hein, vis-à-vis de l'ONU et de l'OTAN. Trump n'a plus aucun complexe. Ça fait longtemps qu'il tient un discours extrêmement critique vis-à-vis de cette institution. Là, si on l'agace, il s'en va. Il a plutôt bien joué jusqu'à présent, d'après vous, Claire, le président Macron? Encore une fois, on a eu un moment d'observation plutôt positif de ces premières foulées à Washington. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était le premier dirigeant européen à être reçu, et c'est quelqu'un qui connaît Donald Trump, qui a connu le premier mandat de Donald Trump, et donc qui a eu une approche diplomatique assez en phase, assez en cohérence, ou en tout cas assez réaliste avec Donald Trump. Maintenant, quand vous voyez comment, sur une semaine, ce qui s'est passé, je ne sais pas si on mesurait très bien ou aussi, concrètement, la vision qu'avait Donald Trump, qui n'est pas la même cette fois, enfin pas tout à fait, elle n'était pas autant assumée avant, mais la vision qu'a Donald Trump de l'Union européenne. Et c'était certainement pas détectable quand il a rencontré Emmanuel Macron, quand il a reçu Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. En fin de semaine, on avait un Donald Trump qui non seulement a humilié le président Zelensky, mais qui en plus a dit, je cite, l'Union européenne, c'est quelque chose qui a été créé pour entuber les États-Unis. Oui. C'est un bouleversement historique incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on est encore ses alliés ? Est-ce que ça veut dire qu'on atteint la fin d'un système multilatéral mondial ? Est-ce qu'on rentre dans un système bilatéral ? Certains parlent de la fin de l'Occident. Bah là, on peut complètement partir sur une question existentielle s'agissant de l'Union européenne. Et tout ça, c'est sur quelques jours. Donc, est-ce qu'il a réussi l'exercice ? Je ne sais pas. Justement, hier, à Londres, ce n'était pas l'Union européenne qui était réunie. Il y avait l'Union européenne et puis d'autres pays, et pas toute l'Union européenne d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas le Premier ministre hongrois, mais il y avait les Turcs qui étaient représentés notamment. Oui, alors moi je pense que la difficulté à l'heure actuelle, parce que si le positionnement d'Emmanuel Macron, il est bien en déclaratif et en termes de communication, ça a marché. C'est la concrétisation après derrière, c'est la possibilité, et à mon avis c'est pour ça qu'il parle de dissuasion nucléaire, parce que ça c'est quelque chose dont on dispose. Quand on parle de défense européenne, c'est bien gentil, mais pour le moment la défense européenne, elle est tout à construire quasiment. Donc c'est la difficulté, c'est de mettre en avant ce qu'on peut vis-à-vis de la balance de Trump qui est énorme et qui pour le moment donne le là, et il donne le là comme il veut. Il déclare ce qu'il veut. En effet, il a une vision, on dit tous, transactionnelle des choses, c'est-à-dire si moi je gagne rien ou si ça me pèse trop dans ma balance budgétaire, eh ben je retire toutes mes troupes et je m'en fiche complètement de l'Ukraine, des Européens. On ne sait pas réagir à ça. Et pour l'instant, la réussite de Macron, c'est en termes de communication. On a même vu
des échanges sur les genoux. Il y a ce côté aussi, je montre mes muscles vis-à-vis de Trump, je fais le fort. Mais ça suffit pas, ça va pas suffire. Et je pense qu'en effet, ce sommet d'hier, c'est important pour savoir si on est tous alignés et s'il y a au-delà même un alignement pour créer autre chose que les forces géopolitiques qui étaient en place jusqu'à maintenant, puisqu'on voit que ça change complètement. Mais pour l'instant, on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas l'argent et la défense, on a tout à faire. Est-ce que le temps nous le permet, le temps de la guerre, est-ce qu'il nous le permet? Comment on peut envisager les prochaines semaines, les prochains mois, alors que globalement, on n'a rien? C'est ça qui va être compliqué à gérer. Et je pense que Macron a marqué des points et qui peut-être ça lui permet de finir un peu cette fin de règne qui semblait très difficile. Mais l'Europe, soit là, elle se réveille, mais elle n'a pas beaucoup de temps, soit ça va être très compliqué d'exister dans ce nouveau monde qui est gouverné par des Trump, des Poutine, et je rajouterais même des Mélanie qui voient différemment l'Europe que nous. Il n'a pas les mêmes, je dirais, la même culture du mensonge et de l'improvisation. Vous parlez de... Et le culot de Macron. Ouais. D'Emmanuel Macron. Non, mais il a un savoir-faire quand même dans les formes dites populistes, c'est-à-dire... supprimer les médiations pour aller directement aux personnes. C'était Alain disait que c'était une espèce de populiste d'extrême centre. Moi, je pense aussi que dans ce qui alimente le soupçon, Judith parlait tout à l'heure de la situation intérieure du pays, mais je crois qu'aussi en politique internationale, il y a un événement qui vient un peu contrarier le récit, le narratif, comme on dit aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, qui serait le trait d'union entre l'Europe et Trump, qui serait un rempart face à Vladimir Poutine, c'est ce qui se passe avec l'Algérie. C'est-à-dire que nous avons en parallèle un président de la République qui montre les muscles face à des puissances lointaines et dans des gestes communicationnels. Et puis, il y a un cas concret, qui est le cas exposé par François Bayrou il y a quelques jours, du bras de fer avec l'Algérie mené par François Bayrou et Bruno Retailleau. Et là, et c'est Emmanuel Macron qui, au Portugal, à l'étranger, se fait tout miel et vient dire que finalement, ce qu'a dit François Bayrou, c'est un peu excessif, et infléchir ce que dit, et ce qu'on continue à dire, notamment dans le Figaro, Bruno Retailleau. Donc là, on voit vraiment la distorsion entre les mots et les actes, et ça peut alimenter le soupçon sur les possibilités concrètes de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de ce que peut faire vraiment le président de la République hors un tour de communication. Il y a simplement un élément, c'est vrai que pendant la crise Covid, là où il a été assez volontaire, il a permis, entre autres, avec d'autres, d'initier cet investissement et ce quoi qu'il en coûte qui nous a... Non, mais qu'on paye encore aujourd'hui, merci beaucoup. Oui, mais il y avait quand même une espèce de flamboyance 700 milliards d'euros. D'aller jusque-là. Et c'est vrai qu'on pense à la même chose pour les dépenses en matière de défense, et c'est à double tranchant. C'est toujours l'ambiguïté de ces décisions, c'est-à-dire qu'on peut lui reconnaître cette volonté-là, et on peut lui reconnaître que ça pèse énormément au budget. Le génie de l'emprunt. C'est ça. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez de finances, on va aborder la deuxième question, de savoir si la France a les moyens, on connaît déjà la réponse, mais d'augmenter ses dépenses. Il faut le rappeler, aujourd'hui, on a à peu près, on dépense à peu près 50 milliards d'euros par an pour notre défense. Ça représente 2% de notre produit intérieur brut. Dans les années 50, les dépenses militaires en France étaient de 8,5%. Et le président de la République souhaiterait... Alors, on était juste après la guerre aussi. Hein. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'il y avait surtout l'Indochine. C'était le sujet. Et puis après, il y a eu l'Algérie. Mais là, le président de la République nous dit, bon, bah, ça serait bien d'arriver à 3%, et pourquoi pas à 3,5%, ce qui est considérable compte tenu de l'endettement déjà qui est le nôtre. Alors, on va les écouter, tiens, avant de vous passer la parole. On rentre dans un moment où on va devoir en quelque sorte avoir encore plus de force d'âme et lever la posture en raison de tous ces risques. On va devoir réinvestir encore plus, français et européens, et on va devoir renforcer notre défense et notre sécurité. J'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle, et elle va nous imposer des choix. Et donc on va devoir aussi revisiter nos choix budgétaires, nos priorités nationales dans ce monde qui commence. Pas de défense européenne, il faut une défense nationale. Ouais. La défense relève de la compétence nationale. Et nous souhaitons d'une part qu'on puisse progressivement, il y a des efforts budgétaires qui ont été faits ces dernières années, c'est incontestable, mais porter progressivement l'effort de défense en France à 3% de dépenses par rapport au PIB. Emmanuel Macron, deuxièmement, il dit 3,5%. Qu'on puisse... Il faut y aller ? Attendez. Et deuxièmement, qu'on puisse instaurer la préférence européenne dans les achats de défense.
Là, il y a accord, même si le ton n'est pas le même, tout le monde est à peu près d'accord. Mais comment on fait? Parce qu'il faut couper ailleurs. Cet accord n'est pas très étonnant puisque ni Emmanuel Macron ni le Rassemblement national n'ont d'idées pour baisser les dépenses en France. Ils n'ont que des idées pour les augmenter. La réponse à la question initiale, est-ce qu'on a les moyens la réponse est non. Et d'ailleurs, on a les moyens de rien. On écoute Emmanuel Macron dire qu'il faut faire les choix d'un ton très pénétré qui lui est coutumier. Il faut faire les choix, changer. Chiche, faites-le, Monsieur le Président. Vous présidez la France depuis plus qu'un septennat, un quinquennat et demi. Allez-y, faites-le. Donc, on n'a pas les moyens de faire ça, pas plus qu'on a les moyens de faire le reste. Après, il y a deux visions. La vision optimiste, la nécessité va nous imposer effectivement de procéder à cette révision de nos priorités budgétaires. Et puis la vision pessimiste, l'idée d'Emmanuel Macron de financer tout ça par un emprunt européen nous dispense une fois de plus de faire le moindre effort. Donc, on fait rien? Julie, tu as très bien exposé l'ambiguïté stratégique du président de la République. Si, on peut faire. C'est-à-dire que, d'abord, dans ce tableau très noir qu'on est en train de décrire d'une communauté politique qui est l'Union européenne, qui n'a aucune puissance et aucun des éléments de la puissance puisqu'elle les a délégués à l'OTAN, la France est une particularité, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la France est une puissance nucléaire, la France est une puissance militaire réelle et qu'il faudrait qu'elle puisse continuer à l'être. Et donc, là, il y a des choix qui pourraient être faits, de faire des économies sur l'État social, par exemple, et pour essayer de renforcer l'État régalien, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Il y a des propositions politiques qui font ça, qui proposent ça sans succès depuis longtemps, puisqu'on fait le contraire en général, c'est-à-dire qu'on resserre ou on maintient l'État régalien et on renforce l'État social. Donc il faudrait faire ce choix qui serait un choix stratégique, radical, qui serait un choix favorable. Mais là, on revient aussi à la faiblesse constitutive du président de la République, qui, sur la scène intérieure, est quand même englué dans un système où il est pas en cohabitation, mais en co-responsabilité avec un Premier ministre qui n'a pas de majorité. Et puis en Europe, il doit trouver des accords qui, pour le moment, il y a une union autour de Zelensky à Londres. Mais quand on va commencer à rentrer dans le dur, quelles armes va-t-on acheter? Est-ce que ce grand fonds, il va servir à acheter des armes produites par des Européens ou des armes américaines pour essayer d'obtenir la garantie de la sécurité de ceux qui nous les vendent? Et ça va être l'autre ambiguïté et le grand combat dans lequel on va rentrer maintenant. Alors cela dit, historiquement, on va refaire l'histoire un petit peu et on va pas remonter très loin, mais il y avait quand même un Premier ministre qui avait dit qu'on vivait sous les dividendes de la paix, juste après la chute du mur de Berlin. C'était pas une exception. Il n'y a pas que la France, la plupart des pays ont des armées. Les États-Unis, d'ailleurs, ont des armées pour que la Russie, enfin l'Union soviétique, désarme. C'est que là, on a complètement changé de monde. C'est pour ça, en fait, tout ça dit quoi? Même si l'Union européenne se lance dans une réflexion autour d'un programme d'armement ou de réarmement, entre l'accord qui est autour de, concrètement de cette architecture et son financement, tout ça va prendre mais un temps, si on connaît un peu le Parlement européen, phénoménal. Or, il y a une urgence ukrainienne. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Les garanties européennes militaires de défense n'existent aujourd'hui que parce que les États-Unis existent. Sans les États-Unis, on n'a aucun moyen de se défendre. Et c'est ça la réalité du sujet. Et simplement pour revenir sur les deux scénarios, donc en gros, comment est-ce qu'on finance notre défense? Donc il y a en effet l'option qui a l'air d'être privilégiée, c'est-à-dire un emprunt européen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les Allemands ne veulent pas. Voilà, et bien c'est ça, parce que s'il y a emprunt, ça va être garanti par la bonne santé financière de l'Allemagne. Et là, on fait comment face à l'Allemagne? Ça veut dire que Merz va être hyper ferme sur les réformes qu'Emmanuel Macron devra mener au sein même de son propre pays. Donc là, c'est pas que c'est une impasse, mais si on va vers ça, Emmanuel Macron va être confronté à l'affaiblissement de la France face à l'Allemagne. Et si, imaginons, on prend l'autre voie, c'est-à-dire on mène des réformes structurelles autour du système social,
imaginez la popularité de ces annonces. C'est drôle, là, la première ministre danoise a parlé d'un recul à l'âge de la retraite à 70 ans. Financer mais alors, imaginez qu'on lance cette idée de... Elle est danoise. C'est intéressant de voir les exemples scandinaves, parce que eux, ils ont déjà changé de registre. Sous la menace russe, parce qu'ils en savent quelque chose, en avance. Ils ont tout changé, eux. Et ils ont considérablement augmenté leurs dépenses militaires, en faisant des choix budgétaires tels qu'ils les avaient fait d'ailleurs dans les années 90 déjà, pour d'autres raisons, parce qu'ils étaient super endettés. Mais on a parlé, il y a Bruno Le Maire, qui n'est plus là aujourd'hui, avait parlé à un moment d'économie de guerre. Oui, et d'ailleurs Éric Lombard, nouveau ministre, reprend le terme là tout récemment, à la suite des déclarations d'Emmanuel Macron. Je pense que ce choix budgétaire, il est impossible parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et qu'on a bien vu les discussions autour du budget. Il a fallu il a fallu distribuer un peu à droite à gauche pour satisfaire tout le monde et passer. Donc ça paraît quand même difficile. Est-ce que, ça moi c'est en aparté, est-ce que revenir sur notre modèle social, copier les autres, c'est toujours favorable. C'est pas ce que veulent les Français. Je prends juste sur la retraite. On a majoritairement, et on voit dans les discussions là sur la conférence là autour des retraites, on voit que majoritairement les Français, ils sont pas pour s'ils sont mis au pied du mur. Cette réforme des retraites. S'ils sont mis au pied du mur, il faut déjà avoir les moyens de les mettre au pied du mur. Le régalien, moi je suis pas complètement d'accord avec vous, Vincent, il a été rehaussé. La justice, l'intérieur, les armées, les budgets ont été renforcés ces derniers temps. Donc il y a quand même une espèce de modèle français qui, à mon avis, il faut préserver, c'est-à-dire une protection sociale et des choix de philosophie française qui sont très différents en effet de l'Europe, mais qui ont été toujours menés comme ça en France. Et en même temps le régalien qui soit activé. Après, le militaire et la défense, c'est autre chose. C'est des choix qui donnent des orientations. C'est vrai qu'on préférerait pouvoir faire ce que Bayrou a dit, mais qui ne se fera jamais, c'est-à-dire une évaluation, essayer d'enlever toutes les dépenses. On sait bien que ces audits, c'est lancé, puis c'est jamais abouti. Ouais. Ça serait l'idéal. On n'y arrive pas. Mais avoir un sens dans les investissements, c'est pas idiot. Alors c'est dommage parce qu'à chaque fois, on le fait pendant les moments de crise, c'est-à-dire Covid, hop, on va déclencher ça. Et au Parlement européen, c'est allé très vite. Défense, hop, on est au pied du mur, donc ça peut aller très vite aussi. Moi, ce que je regrette, c'est que, par exemple, avant le Covid, les taux d'intérêt étaient très faibles, voire même négatifs. Donc ça a pu nous rapporter de dépenser de l'argent, d'emprunter de l'argent. Eh bien, on ne l'a pas fait. Alors qu'il y avait plein d'instituts comme France Stratégie qui disaient « mais faisons-le, prenons de l'avance sur la transition écologique, ça va nous rapporter dans 20 ans, dans 30 ans ». Et Bruno Le Maire, qui était déjà ministre de l'économie, n'y a pas pensé et n'a pas souhaité le faire. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette idée quand même d'essayer de faire un pot commun et de se donner un peu de dynamique, ça ne peut être que favorable. C'est dommage que ça soit toujours dans le négatif et pas dans un projet un peu plus porteur que faire la guerre ou soigner les gens, ce qui est quand même assez favorable. Mais c'est pas quelque chose de complètement idiot d'avoir ce projet au niveau français ou au niveau européen. Vincent, oui. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Les budgets régaliens ont été renforcés, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas été adaptés, notamment dans la dimension militaire, aux nouvelles menaces. Tout à fait. C'est-à-dire que l'armée française avait une armée de projection pour des conflits, notamment en Afrique, des missions, et puis la dissuasion nucléaire. Or, le défi que 2022 a révélé, avec l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, c'est le retour des guerres conventionnelles. Et là, pour les guerres conventionnelles, et l'armée française et les armées européennes ne sont pas disposées pour. Et si l'on vient à ce grand emprunt et à cette grande accélération du réarmement, la question c'est, est-ce que l'Europe a la possibilité pratique de fabriquer et de fournir les armes que nous allons acheter ? Si elle ne l'a pas, nous allons les acheter aux États-Unis. Et donc, on va se retrouver à renforcer notre suggestion à l'Amérique tout en disant qu'on se dégage de la puissance américaine pour être, nous, les Européens, indépendants. Donc, on se retrouve... C'est le gros problème de prendre l'argent d'abord et de réfléchir après. Mais on n'a pas... Or, la démarche... On n'a pas d'industrie militaire ? Si, quand même. On en a une, et en France, on en a une plutôt meilleure forte que celle de nos homologues européens, mais pas assez. Même nous, la France, on est dépendant des États-Unis pour certaines pièces de notre matériel militaire. L'indépendance, l'autonomie vis-à-vis des États-Unis, elle reste à bâtir. Donc, le financement par un emprunt... Très bonne idée, mais d'abord, il faut faire... Puis tout le monde n'a pas le même temps en Europe. Enfin, l'Europe de l'Ouest
peut se dire on a 5-10 ans pour se créer une... Mais Pas la si vous Pologne. êtes polonais ou dans vous avez besoin Ouais. d'armes tout de suite, donc vous allez les acheter là où il y en a. Ouais, Et vous donc, allez acheter des il est F-16 tout à fait et- possible que ça Je disais, que après la crise que nous venons de vivre, on se retrouve avec un certain nombre de contrats bilatéraux entre pays européens et les États-Unis. Encore Mais plus. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, surtout. C'est que là, on a vu que la situation changeait beaucoup et que ça soit dans le déclaratif ou dans la concrétisation, on a besoin de montrer les muscles, on a besoin de prévoir ce qui est de l'ordre d'une indépendance ou d'une autonomie de l'Europe. Ça se concrétisera peut-être pas, et moi je l'espère, et il n'y aura peut-être pas des troupes, enfin, on ne va peut-être pas intervenir plus, mais on est obligé de montrer un mouvement, au moins déclaratif, et d'ensemble, si c'est possible, de cohérence, pour dire on se positionne face à ce qui se passe dans le monde. Oui, Alors, mais Claire. pardon, Émilie, le déclaratif, si ça consiste à dépenser de l'argent pour acheter encore plus d'armes américaines, ça ne fonctionnera pas vis-à-vis de Donald Trump, qui sait compter. Donald Trump n'a Donc, pas encore abouti ces discussions, même si elles ont été très particulières. Alors, il y a deux avec questions qui se Zelensky. Donc, tout n'était pas encore joué, en fait. Et de montrer que l'Europe est là, ça peut aussi faciliter les négociations de ce qui se passe en ce moment Deux entre les questions qui se États-Unis et posent. La Zelensky. première, est-ce qu'il faudra une loi rectificative en France, budgétaire? Pour mener à bien. Bah oui, pour me dire bien cela, sans doute. Bah, Encore oui, est-il sans doute. budgétaire Mais, enfin, je pense que... Pardon, c'est pas que j'évite, mais je reviens sur... parce que vous dites que c'est vrai que l'avantage, dans la bonne nouvelle, entre guillemets, dans tout ça, c'est que Donald Trump met l'Union européenne face pied à du mur. elle-même. Ce qui est très intéressant, c'est... Je sais pas, je soupçonne qu'il est pas impossible, vu que l'Union européenne est à un tournant existentiel, il n'est pas impossible que ce système de frontal... Ce confrontation se transforme plus de Donald Trump qui va parler à la France, Donald Trump qui va parler Oui, en au bilatéral, Royaume-Uni. c'est ce qu'il de toute souhaite. façon, on le voit déjà. Et on le voit déjà. Vous Bilatéral. parliez tout à l'heure de la cérémonie privilégiée, l'accueil privilégié qu'il avait réservé à Emmanuel Macron. C'est une façon de jouer sur l'échiquier européen entre Européens. C'est ça. Il choisit ses interlocuteurs. Et il a bien visiblement- reçu cette arme. Et visiblement, on rentre il a- dans ce processus. Emmanuel Macron, pardonnez-moi, n'est pas venu en européen à la Maison-Blanche. Il est venu en tant que Français. Tout à fait. Et ce mimétisme se vérifie, a priori jusque maintenant, au sein de chaque pays européen. Donc, on peut se permettre de douter de la puissance. La puissance européenne, c'est une chose, mais la puissance de l'Union européenne qui va réussir à redevenir une idée concrète, on peut se permettre d'en douter au vu des forces mondiales. Pardon, ce qui nourrit le doute, Claire Conruc, je suis d'accord avec vous, c'est que la Commission européenne a été créée pour débarrasser l'Europe des attributs de la puissance et se concentrer sur le commerce et le droit. Donc c'est une institution qui s'est pensée contre l'idée même de puissance, puisque la puissance menait à la guerre et la guerre menait au nationalisme et le nationalisme au suicide de l'Europe. Donc comment pourrait-elle se retourner en quelques semaines ou en quelques mois? La seule solution, c'est de jouer le Conseil européen, c'est-à-dire des accords entre chefs d'État. Mais la structure technocratique qu'est la Commission européenne est presque constitutivement impuissante à affronter la crise que Bien nous sûr, parce qu'elle n'est pas compétente sur le plan Non. militaire du tout. Il y a quand même une précision à apporter à ce débat, c'est que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord existe encore, et que les États-Unis n'en sont pas encore sortis, et que les Européens n'en sont pas encore sortis. Et que tout ce que vont faire les Européens, c'est évidemment de tout faire pour exister, Et pour que ça subsiste d'une façon ou d'une autre. Ça peut quoi. subsister. Mais je pense que c'est ça, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Europe sort un peu de sa naïveté. Ça fait quelque temps, parce que commercialement, elle commence un peu à sortir de la naïveté vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des autres interlocuteurs. Politiquement et militairement, en tout cas, on commence à se quand elle dire que... refait avec l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035, exactement la même erreur qu'avec les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire... Alors là, vous avez vu qu'elle a reculé il y a quelques heures. Enfin, elle a assoupli. Elle a assoupli. En tout cas, donc elle vous a écouté. En tout cas, il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés à l'Europe pour qu'elle ne puisse pas continuer comme ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Et il y a une espèce de positionnement, c'est très difficile de traiter avec Trump, même si il a déjà été président auparavant. Comme vous l'avez dit, il est encore plus radical, encore plus sûr, et sa machine est organisée parce qu'il connaît tous les rouages. Réalité, c'est très Donc c'est très difficile En de réalité, c'est très simple. Non, mais je pense que c'est d'une force et c'est transactionnel, c'est que du business. Donc bah oui, non, on n'est mais pas du tout habitué à ça. le logiciel est très simple. C'est
je te donne ça, tu me donnes quoi? Et l'Union européenne n'a rien à donner à Donald Trump. C'est un marchand de bestiaux. C'est vrai, bah oui. Ça s'achète en bête. Le troisième sujet, parce qu'il faut qu'on l'aborde quand même, c'est de savoir, il y a un débat qui est organisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il sera organisé demain au Sénat, savoir s'il y a des lignes de fracture à l'intérieur des partis politiques, enfin, entre les partis politiques, à l'intérieur peut-être même aussi des partis politiques. Judith, il n'y a pas un front uni vis-à-vis de Kiev. Je vais être obligée de plagier l'excellent édito d'un certain Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. On est dans une situation extrêmement paradoxale où les anti-américains, à savoir Rassemblement National, extrême gauche, etc., sont devenus les plus pro-Trump, donc les plus pro-atlantistes. Donc la lecture est complètement inversée. Et les atlantistes sont contre Trump. Les atlantistes historiques. Réciproquement. Donc ça veut dire que grosso modo, désordre, puisque Trump dit que l'Union européenne a été construite contre les États-Unis, alors que les contempteurs de l'Union européenne expliquent depuis 30 ans que l'Union européenne est un sous-traitant américain. Donc la confusion est quand même à son comble. Claire, est-ce que les lignes peuvent bouger? Plus la menace s'approche, est-ce que ça peut faire bouger les lignes? Difficile comme question. Je vous ai réservé toutes les questions difficiles. Ouais, c'est sympa. Je prends un antécédent. Il y avait eu un débat il y a un an, n'est-ce pas, au Parlement autour du soutien à l'Ukraine. Et on avait vu très concrètement les désaccords et les divisions, puisque de mémoire, le Rassemblement national s'était abstenu. Et la gauche communiste et LFI avaient voté contre. Ouais. Là, j'ai quand même le sentiment que l'urgence, que les scènes qu'on a vues la semaine dernière ont quand même plus ou moins réuni tout le monde sur... alors, le Rassemblement national ne parlait pas d'humiliation, même si Marine Le Pen a été assez taiseuse, ou du moins a essayé de tempérer ses propos au départ. On voit qu'au sein du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy sur RTL hier disait que ça avait été une séquence non pas humiliante, mais de diplomatie, je ne sais plus comment il tourne ça, mais très tendue, et rejeter la faute sur Donald Trump. Donc les lignes bougent, sachant qu'au sein du RN, s'il faut se concentrer sur ce parti-là, qui a une vision ambiguë ou un rapport ambigu au Trumpisme. Au sein du RN, vous avez des souverainistes, c'est pas du tout la même ligne que des RN historiques. Et donc tout ça va forcément évoluer. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à votre question. On va les écouter d'ailleurs. Ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il était prêt à faire que les partenaires européens qui le souhaitent puissent approfondir avec nous un dialogue stratégique sur cette question, qui puissent, le cas échéant, être associés à des exercices de force de dissuasion. L'idée n'est pas de partager la dissuasion nucléaire, mais de développer en Europe une culture stratégique de la dissuasion. Je considère que la défense française doit rester la défense française, que la dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française, qu'on ne doit pas la partager, qu'on ne doit encore moins la déléguer. Alors ça, on revient au débat que vous évoquiez tout à l'heure, Vincent. Ce qui est intéressant, c'est pas tant l'arme nucléaire, si, ça c'est très intéressant, mais on connaît à peu près les positions des uns et des autres. C'est plutôt la posture vis-à-vis de Kiev, quoi, qui est aujourd'hui, qui pourrait évoluer. Mais on sent qu'il y a quand même une évolution, et moi je pense que aussi le fait qu'il y ait le gouvernement Bayrou qui a un petit peu marginalisé largement LFI, la France Insoumise, un petit peu le RN, parce qu'on a vu cette espèce de socle commun auquel le PS, le Parti Socialiste, a participé sans participer, c'est-à-dire par exemple sur le budget s'est abstenu, donc a laissé le gouvernement Bayrou persister, perdurer. Donc on sent qu'il y a une espèce de, comme un grand parti de la raison qui est en train de se remettre en place, un petit peu le bloc central, un peu plus de la raison, marginalisant un petit peu les extrêmes. Et on sent que ces positions, même si Marine Le Pen là parle de la dissuasion nucléaire, on a entendu tout à l'heure Jordan Bardella parler du budget défense, on sent bien qu'il y a un moment où face à cette urgence et ce risque-là,
on voit mal comment on pourrait contredire les velléités de montrer un petit peu plus les muscles. En tout cas, il y a une unité de principe de départ, de soutien à peu près quasi unanime à Zelensky dans la scène que lui ont fait subir Vance et Trump. Ensuite, dans la nécessité de la France et de l'Europe d'essayer de trouver une autonomie stratégique, là où il y aura des lignes de fracture, et c'est pour ça que vos choix là sont excellents de vidéo, ça va être pratiquement. Est-ce que la défense européenne, ce sont des armées nationales qui font une espèce d'OTAN à l'échelle européenne avec des accords militaires, ou est-ce que c'est profiter de la brutalité trumpienne pour restaurer et accélérer la mécanique fédéraliste? C'est ça le jeu qui va se jouer sur la question militaire. Et il se trouve que le calendrier se percute un moment à Bruxelles qui est un peu technique, qui s'appelle l'EDIP, et qui était déjà un fonds pour essayer de réarmer l'Europe qui doit être mis en place dans les semaines qui viennent, avec la question de savoir est-ce qu'on achète aux Américains, est-ce qu'on achète aux Européens, et est-ce qu'on poursuit l'intégration un peu plus qu'elle n'existe. Et c'est là qu'il va y avoir des lignes de fracture qui sont celles du traité de Maastricht et qui sont celles du traité de Lisbonne, enfin de 2005, qui ont quand même divisé les Français en deux camps quasi équivalents. Donc c'est des lignes de fracture très profondes et qu'on risque de voir réapparaître. Alors ce qui se profile aussi, quand on parle d'une force qui serait en retrait de la ligne de combat, ça serait, en fait, c'est pas du tout d'une force européenne, ce serait une force franco-britannique accompagnée d'éléments venant de l'ONU, c'est-à-dire des Pakistanais, des Afghans, pas des Afghans, Pakistanais, des Sri Lankais, enfin, le lot habituel, je dirais, des casques bleus onusiens. Oui, je suis même pas sûre que pour le moment il y ait un accord sur ce point. Non, il n'y a pas d'accord. C'est pas clair. C'est pas d'accord. Parce que après que l'Élysée a annoncé, ça y est, il y a un accord avec non, il n'y a pas d'accord. La Grande-Bretagne pour ce qu'ils appellent une trêve. Non, il n'y a pas d'accord. Keir Starmer a dit non, pas du tout. Il n'y a pas d'accord. Alors, oui, encore un mot. Non, je disais simplement au niveau de la population, quand on voit les sondages, il y a aussi ça qui compte, l'opinion publique qui est en effet toujours sur un soutien de l'Ukraine, même si ça dure, et voilà, et face à tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a un regain de soutien de l'Ukraine, mais encore une fois, quand on passe au concret des troupes sur place ou quoi, là on voit dans les sondages qu'il y a beaucoup plus de peur et de méfiance. Il y a quand même, à la base de tout ça, un désaccord fondamental qui, à mon avis, doit être exploré, éclairci et purgé dans les jours même qui viennent, c'est est-ce que l'Ukraine a perdu la guerre ou pas Pour Donald Trump, elle l'a perdu, et donc il s'agit de négocier au moins pire, au mieux possible, les conditions d'un cessez-le-feu. Oui, ce qui est sûr, c'est que les terrains qui ont été conquis depuis 2014 par la Russie, ils ne seront pas restitués, ça me paraît. Oui, mais quand vous entendez le discours de plusieurs dirigeants européens, dont celui d'Emmanuel Macron d'ailleurs, vous avez l'impression qu'ils pensent que tout est encore possible. La réalité semble les démentir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut changer les États-Unis. Ça paraît difficile. Alors, on va passer à une petite séquence qui est celle des coups de cœur et des coups de griffe. On va commencer par vous, Claire. Coup de griffe d'abord. Ok, le coup de griffe, c'est la toute dernière phrase de je ne sais pas si c'est un coup de griffe, mais moi ça m'a heurté. La toute dernière phrase de Donald Trump à la fin de son empoignade avec Zelensky, où en substance, qu'à cela ne tienne, tout cela fera une très bonne séquence télévisuelle. Ah oui. C'est le triomphe de Guy Debord. Oui. C'était peut-être prévu, c'était peut-être un show prévu. Et je trouve que c'est un magnifique Netflixisation de la vie politique, et c'est très américain. Donc, voilà. Oui, ça c'est vrai. Il peut remercier son vice-président, d'ailleurs, qui a largement participé à la scène. Oui, c'était le premier, oui. Et coup de cœur tout de suite. Coup de cœur, oui. Et donc, il n'est absolument pas politique, parce que j'en ai pas trouvé. Eh ben, donc, la liberté d'expression existe ici. Je voulais saluer le triomphe aux Oscars du film Anora. Qui, d'abord parce que c'est un film qui représente le cinéma indépendant. C'est aussi la récompense d'un film qui n'a pas coûté très très cher. Et surtout, c'est un jeune réalisateur très très fort, justement sur les États-Unis, et qui avait fait un film magnifique qui s'appelle Le Projet de Floride, où on suit des familles
qui vivent dans des motels dans l'Amérique profonde. Et c'est un film extraordinaire. Et donc voilà, je voulais... Et là, le film s'appelle Anora. Anora, ouais. C'est l'histoire d'une prostituée. D'une prostituée qui s'entiche d'un jeune homme russe très riche voilà, dont l'histoire d'amour va être contrainte pour des raisons multiples. C'est très drôle, c'est un thriller un peu bizarre. Enfin voilà, je le conseille vivement. C'était les Oscars américains. Judith. Moi, c'est un sujet dont Vincent a déjà parlé, c'est l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Ça, c'est le coup de griffe, ça. Le coup de griffe. Et vis-à-vis de la France, quand j'ai entendu vendredi Emmanuel Macron depuis l'étranger, ce qui ne se fait jamais. Portugal. Normalement, on n'est pas censé commenter ou faire des déclarations de politique intérieure depuis l'étranger. Depuis le Portugal, dire à propos de l'accord franco-algérien de 1968 que dénoncer unilatéralement un accord, ça n'a aucun sens, j'ai bondi. J'ai bondi d'abord parce que pour dénoncer un accord, évidemment, il faut que ce soit unilatéral, sinon, pour le coup, là, ça n'a aucun sens. Ouais. En plus, se permettre, pour moi, c'est une faute lourde d'Emmanuel Macron, se permettre de démentir comme ça à la fois François Bayrou et Bruno Retailleau sur un sujet aussi sensible et donner donc des arguments supplémentaires au président algérien Tebboune qui ne demandait que ça, c'est vraiment, vraiment une erreur colossale. Et d'ailleurs, la presse... oui, irresponsable. Et d'ailleurs, la presse algérienne, dès le lendemain, a célébré Emmanuel Macron en disant, voilà, Emmanuel Macron recadre, dément, rabroue Bruno Retailleau, que selon le média algérien, que vous regardiez. Donc, vraiment, erreur gravissime. Et fort logiquement, mon coup de cœur est pour Bruno Retailleau, qui, notamment dans nos colonnes, a réagi en disant, eh bien, moi, j'ai ma mission, je vais continuer. Et l'une des choses dont on a appris qu'en fait, il l'avait déjà entreprise avant cette sortie d'Emmanuel Macron, c'est d'agir sur les passeports diplomatiques. Alors, en un mot, les passeports diplomatiques, ça ne dépend pas du tout du pacte franco-algérien de 1968. Les passeports diplomatiques, c'est un truc qui a été négocié en 2007 entre Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères français, et son homologue algérien, qui permettait à quiconque se prévalant d'un passeport diplomatique de faire absolument ce qu'il voulait en France, sans visa, sans rien. Là, depuis, Bruno Retailleau est arrivé, tel Zorro, et a dit, désormais, un titulaire de passeport diplomatique qui voudra exciper de ce passeport pour entrer en France devra avoir un ordre de mission. C'est-à-dire, plus question d'aller voir comment vont les appartements, si le locataire paie bien le loyer. Vous savez que la nomenclatura algérienne a beaucoup de possessions immobilières en France. Donc, vraiment, il a remis les choses dans l'ordre. Et c'est arrivé à l'épouse quelques heures après la déclaration d'Emmanuel Macron depuis le Portugal. L'épouse de l'ambassadeur algérien au Mali, qui voulait se rendre en France, a été refoulée à Roissy. Et on a appris à cette occasion qu'il y a 15 jours, un ex-directeur de cabinet du président Tebboune avait subi le même sort. Bon, très bien, bravo Bruno Retailleau. Voilà, bien expliqué. Vincent, quel coup de griffe qui va pour 3 lettres qui, pour moi, incarnent, illustrent à la fois la bêtise bureaucratique et l'inefficacité d'une forme d'écologie punitive. Ces 3 lettres sont ZFE. Donc c'est ces zones à faible émission dans lesquelles un certain nombre de véhicules n'ont pas le droit de circuler. Véhicules qui en général appartiennent à des jeunes qui n'ont pas pu s'acheter une voiture électrique ou hybride, à la classe moyenne ou à des retraités. Donc c'est à la fois incompréhensible sur le plan pratique, tout à fait discutable sur le plan climatique, et c'est une humiliation, une vexation pour entre 10 ou 20 millions de Français. Il y a un mouvement qui a été lancé par Alexandre Jardin qui s'appelle les Gueux, le mouvement des Gueux, qui commence à prendre de l'ampleur, et je crois que les politiques feraient bien de faire attention parce que ça ressemble aux 80 km/h, ça ressemble à la taxe carbone. Et d'ailleurs, en Allemagne, ils ont compris, puisqu'il y a 11 ZFE qui ont été supprimés la semaine dernière. Et à Montpellier, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, a décidé de supprimer la sienne, voyant qu'elle était impraticable, et notamment voyant que les personnes âgées
âgé qui voulait se rendre à l'hôpital et qui avait une voiture critère 3 ne pouvait pas se rendre à l'hôpital en voiture. Donc, François Bayrou serait bien inspiré et deviendrait très populaire, je pense. Feu sur les ZFE. Il est passé d'un trait de plume, ces ZFE. Il avait déjà commencé à parler de dérogation. Oui, il y a des dérogations prévues. Et mon coup de cœur va pour un film alors, qui a une dimension politique, qui s'appelle Le Mohican, qui est un film qui raconte le parcours d'un berger en Corse qui refuse de vendre le terrain de sa bergerie qui se trouve en dessous de Porto Vecchio, donc sur la mer, et il refuse de la vendre aux promoteurs et à la mafia, et il se retrouve en cavale, et avec une grande partie de l'île qui, derrière lui, essaye de le soutenir contre la bétonisation et la mafiaisation, excusez-moi ce néologisme, de la Corse. C'est un film extrêmement intense, très juste dans ce qu'il décrit et qui montre le courage d'un homme face à un système qu'on pense invincible et qu'il arrive pourtant à ébranler. Donc je vous conseille d'aller le voir, le Mohican. Alexis Manetti. Voilà, exactement. Le Mohican, en salle. Moi, si j'ai un regret, c'est The Substance, au niveau Oscar, parce que ça, c'était un film quand même engagé d'une réalisatrice, il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, mon Émilie. coup de griffe, je reste dans le côté immigration, et c'est tout le débat que souhaite lancer François Bayrou encore sur l'identité nationale. On est reparti à la case zéro sur qu'est-ce qu'être français, débat qui est souvent sans issue, et en plus qui ressemble un peu à toutes les concertations lancées, grand débat national, etc., qui ne mènent à rien. Donc je dirais double coup de griffe, parce que je pense que c'est... en plus là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe avec tout ce qui se passe autour de nous en matière géopolitique et dont on parlait récemment. Donc je pense que c'est un peu comme une perte de temps. Oui. Et mais lui, le temps... c'est important pour lui. Oui, Ah oui. c'est comme la perte de temps est importante. En fait, oui, vous avez raison. C'est comme les retraites, l'immigration, c'est qu'on lance des choses qui vont rebondir d'ici 2-3 mois et ça donne une durée de vie au gouvernement. Coup de cœur, comme on le critique beaucoup et que là, il a son petit moment de gloire. J'ai entendu d'ailleurs un député dire c'est l'Europe à son moment Macron. Voilà, c'est le cheval de bataille de Macron. Je trouve qu'il est courageux là-dessus. Ça se transforme. Sur lequel ? Sur l'Europe, là, et ses velléités sur la défense. On revient un peu sur ce sujet de guerre. Je trouve qu'il est toujours très volontaire. Je trouve qu'il n'a pas souvent réussi à concrétiser tout ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, je le trouve très volontaire. On peut lui reconnaître ça. Petit coup de cœur de Macron donc, sur l'Europe. Moi, mon souhait, c'est que ce coup de cœur, là, puisse se concrétiser et que, si ce n'est pas la guerre, parce que moi, c'est pas ce que je souhaite, mais que l'Europe arrive enfin à avoir un poids dans ce monde qui va de travers et qu'on puisse se faire entendre et se faire respecter, enfin, être un peu moins naïf. C'est jeudi qu'il y a un sommet européen, jeudi, normalement, qui va aborder justement les questions de défense européenne. Va toucher à ce que... Il y a un très bon texte de Bruno Le Maire qui est paru ce matin sur le site du Grand Continent et qui parle qui a cette formule du schisme d'Occident pour caractériser la séparation de deux Occidents qui seraient l'Amérique de Donald Trump et l'Union européenne. Alors lui a l'air de penser que la réconciliation est quasi impraticable. C'est possible je encore. Je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que les turbulences trumpiennes nous offrent dans les deux sens beaucoup de surprises depuis qu'on l'a vu pendant son premier mandat, on le voit depuis un mois. Donc il est urgent de ne pas conclure sur cette histoire, à mon avis. Donald Trump, c'est aussi un homme de cinéma, il ne faut pas l'oublier. Impulsif et surprenant, fascinant aussi parfois. Est-ce que vous avez un regret, justement, puisqu'on a encore 1 minute, Judith, un regret d'un film qui n'a pas été couronné aux Oscars ou au César Alors, à ma grande honte, je ne suis pas du tout allée au cinéma. Je n'ai pas du tout eu le temps ces dernières semaines. Je passe mon tour. Ce qui était surprenant au César, c'est que tous les grands films, ils sont passés un peu à la trappe. Le Comte de Monte Cristo, L'Amour ouf, qui pourtant a eu un grand succès. Ils ont eu très peu de choses. Il y a une espèce de passion des Césars, apparemment, pour ne pas couronner les comédies qui plaisent aux gens. C'est ça. À partir du moment où tout le monde y va, les gueux au cinéma. Quand même, enfin bon. Oui, enfin c'est maigre. Ce qui était prévu, merci à vous en tous les cas, merci de vos éclairages sur cette séquence qui va continuer la semaine prochaine, puisque je pense que lundi prochain, il va être toujours question de nos affaires de défense, de l'Ukraine, de Poutine, de Donald Trump. Maintenant, le club Le Figaro Politique, vous le savez, c'est à 22h le lundi. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.
Merci.